Bonsoir à tous et merci d'être aussi nombreux et nombreuses ce soir pour cette conférence qui a été reportée, qui a failli être annulée. Donc merci de vous être déplacés en cette période de crise. Nous sommes ravis de pouvoir vous accueillir pour parler d'un sujet d'envergure et que personnellement je trouve vraiment très intéressant. La transidentité en entreprise. Alors, sujet intéressant de par sa complexité, puisque le thème de la transidentité est un sujet complexe et quand on l'applique au monde de l'entreprise, ça peut être encore plus complexe. Et donc, nous avons ce soir l'honneur d'accueillir du coup Catherine Tripon, qui est porte-parole de l'Autre Cercle. Névia Leclinch, qui est donc du coup une jeune femme transgenre et qui témoignera de son expérience. Tariq Shakir Khalil, donc ambassadeur Shine, et également père de Jason, qui est un jeune homme transgenre. Et également Amandine Esposito, qui est notre responsable RSE, émissions sociétales, qui vont du coup chacun apporter leur expérience, leur regard sur ce sujet. Donc je vais laisser la parole à Amandine pour que tu puisses nous introduire la politique du coup de PwC sur la mission sociétale et la thématique et l'écosystème LGBT. Merci, donc bonsoir à toutes et à tous. D'abord, merci beaucoup, je vais répéter, on va à chaque fois dire merci d'être venu, donc merci d'être là. Évitez de partager vos microbes avec vos voisins, juste parce que je suis vraiment ravie que cette conférence puisse se tenir. C'est le premier événement qu'on organise avec l'externe sur le sujet LGBT+, au sein de PwC. Et c'est quand même une réussite, puisqu'on a lancé l'initiative avec le soutien de l'Autre Cercle il y a maintenant 1 an et demi, de déjà parler du sujet LGBT+, en entreprise et au sein de PwC, ce qui n'était pas forcément une évidence au départ. Et donc, je suis très fière qu'on puisse organiser cette conférence ce soir, qui plus est sur cette thématique qui est quand même très intéressante et qui, je pense, a aussi un impact sur beaucoup de collaborateurs et aussi sur l'évolution des mentalités et l'évolution de la culture de l'entreprise. Donc, très rapidement, on peut passer... Je sais pas qui... C'est pas moi qui passe les slides. Merci. Le contexte dans lequel on évolue, évidemment, et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a, dans le monde du travail comme dans la société en général, un certain nombre de comportements LGBT-phobes. Donc on a repris là 2 chiffres, c'est une spéciale dédicace. On a repris 2 chiffres du baromètre IFOP L'Autre Cercle, dont PwC était partenaire, qui a été donc publié il y a quelques semaines de ça, lors d'un événement à l'Hôtel de Ville, d'une grande réussite cet événement d'ailleurs. Donc voilà ce que je disais, c'est le contexte dans lequel Shine aussi a été créé, donc l'initiative LGBT+, au sein de PwC. C'était celui d'un monde de l'entreprise où, comme dans la société, il y a un certain nombre d'actes LGBT-phobes. Et donc le baromètre et l'enquête de l'Autre Cercle a aussi permis de révéler qu'une personne sur 2 disait avoir subi ce type d'actes dans le monde du travail et dans le monde professionnel. Ce qui conforte aussi le fait qu'on agisse sur ces sujets et qu'on en parle, parce qu'il y a beaucoup de sujets de sensibilisation autour de ça. Et le deuxième chiffre qu'on a un peu révélé, c'est qu'une personne... J'ai dit une personne sur 2, pardon, c'était une personne sur 4, une sur 2, ça me paraissait beaucoup. Et donc une personne sur 2 qui a récemment eu des pensées suicidaires, etc., a pu subir des moqueries aussi. Donc le lien est évidemment très fort dans le monde du travail, là où ça devient un sujet de bien-être des collaborateurs, de risques psychosociaux, et donc à traiter notamment par les ressources humaines et par l'organisation et l'entreprise pour faire avancer ces sujets. Donc autour de ce contexte, donc ces chiffres qui sont assez récents confirment le fait que les entreprises doivent se saisir de ces problématiques qui sont plus largement sociétales. Et donc nous, PwC, on a lancé, comme je le disais, il y a 18 mois, l'initiative en interne, à la fois dans un but de sensibilisation. Si on peut passer à la slide suivante, merci. Donc à la fois pour accueillir et promouvoir tous les sujets d'ouverture et de diversité au sein de PwC, évidemment. Les sujets de diversité, vous les connaissez en général et très traditionnellement dans l'entreprise. Il y a le sujet de mixité entre les femmes et les hommes. Il y a les sujets liés à l'inclusion et le recrutement des personnes en situation de handicap. Et donc il y a potentiellement les sujets d'égalité des chances au sens très large, en tout cas d'accueillir des publics qui sont issus de quartiers plus défavorisés et qui n'ont pas eu les mêmes chances que d'autres d'accéder notamment aux études supérieures ou aux grandes entreprises. Et donc le sujet LGBT+, qui
qui pour moi s'imposait un peu comme une évidence. Et qu'on a donc lancé à la fois donc, dans ces 3 dimensions-là, donc la volonté d'accueillir les personnes et de faire en sorte qu'elles soient mieux incluses, on va dire, dans le monde de l'entreprise et qu'elles puissent exprimer leur identité au quotidien et que, sans évidemment, je ne vais pas parler du coming out là parce que c'est pas le sujet ce soir, mais sans qu'il y ait d'injonction à forcément être visible au sein de l'entreprise, mais en tout cas que toute personne qui est LGBT puisse exprimer ce qui est une partie très forte de son identité personnelle et qui fait partie évidemment de son individualité, sachant qu'on a eu tendance un peu à séparer c'est la vie privée, c'est la vie professionnelle, mais vous n'êtes pas sans savoir chacune et chacun d'entre vous qu'on partage de sa vie privée dans le monde professionnel. Je ne vais pas répéter un certain nombre de choses qui ont pu être dites à l'occasion d'autres conférences, etc. Mais c'est quand même un sujet très important. La deuxième dimension, c'était pouvoir échanger autour de ces sujets aussi. Donc on a organisé pas mal d'afterwork dans l'année et demie qui a précédé. Donc là, c'est le premier qu'on ouvre à l'externe. Mais l'idée était aussi d'échanger en interne dans un environnement très bienveillant qui permette aux personnes, qu'elles soient LGBT+, ou alliées, de s'exprimer, d'exprimer aussi peut-être ce qu'elles ressentent au quotidien, ce qu'elles peuvent vivre au sein de l'organisation de PwC. On a aussi lancé des enquêtes autour du sujet en interne à 2 reprises, à la fois l'enquête qui est reprise dans le baromètre IFOP L'Autre Cercle, mais aussi une enquête qu'on avait faite spécifique pour un peu prendre la température de comment se sentaient les personnes qui sont LGBT dans le monde du travail. Et enfin, la dernière dimension, en effet, c'est protéger de toute forme de discrimination. Donc on l'a vu avec le chiffre que j'ai cité précédemment, c'est des comportements LGBT-phobes qui peuvent être, j'allais dire, très évidents ou moins évidents, que quand on parle de LGBT-phobie un peu ordinaire, comme on parle de sexisme ordinaire, c'est des sujets qui sont pas très bien perçus dans le sens où les gens mettent pas forcément des mots dessus, alors que ça peut être très violent et très heurtant pour les personnes qui en face subissent ce type de LGBT-phobie. Donc voilà, ça c'était le contexte en interne, pourquoi on l'a lancé. Et pour parler spécifiquement du sujet qui nous intéresse ce soir, donc du sujet de la transidentité, en effet, le T de LGBT+, je ne vais pas parler des plus, ceux qui sont après, mais en tout cas, le T, c'est un sujet qui est globalement assez peu traité et assez méconnu dans le monde de l'entreprise. Si on peut passer à la slide suivante. Pourquoi méconnu aussi? Parce qu'on a... le petit bonhomme, c'est pas un gingerbread, hein, c'est le genderbread, voilà. Aussi parce que ces concepts sont assez méconnus. Je pense dans la société de manière générale et dans l'entreprise qui est évidemment un reflet de la société et l'entreprise a de ce point de vue, à mon avis, la responsabilité aussi de parler de ces sujets et avant tout de sensibiliser ses collaborateurs et ses collaboratrices à ce dont on parle, de quoi on parle quand on parle d'orientation sexuelle, de quoi on parle quand on parle d'identité de genre, de quoi on parle quand on parle d'expression sexuelle, de quoi on parle quand on parle d'attirance, etc. Parce que tout ça, en effet, c'est ce qui compose chaque individu qu'on est, chacune et chacun, mais chacun a des niveaux différents dans chacun des concepts qui sont décrits derrière moi. Donc vous avez le détail à côté, c'est peut-être pas très très lisible, mais c'était juste pour appréhender le fait que la complexité du sujet de la transidentité des personnes transgenres et de ce qu'elles peuvent vivre dans leur quotidien. Ce que je disais, c'est la responsabilité de l'entreprise de savoir les accueillir. Quand on parle de personnes transgenres qui ont pu faire leur transition avant, dans la vie d'avant l'entreprise dans laquelle qu'ils intègrent, mais aussi pouvoir traiter le sujet d'une transition qui est faite au sein de l'entreprise. Et ce sujet-là, même si c'est pas un sujet qu'on rencontre de manière très fréquente au sein des organisations, ça concerne quand même plusieurs milliers de personnes en France, et c'est un sujet sur lequel l'entreprise a la responsabilité d'être prête, c'est-à-dire d'avoir mis en place tous les dispositifs et tous les process qui permettent derrière d'accompagner au mieux une personne qui serait en transition, qui déjà dans l'annonce de sa volonté de transitionner, du fait de l'accompagner aussi dans les démarches, de l'aider dans les démarches administratives derrière, parce qu'il y a des sujets qui sont réglementés légalement, et il y a aussi d'autres sujets sur lesquels la loi aujourd'hui a évolué, pas forcément aussi vite que les organisations, et c'est aussi aux organisations, en tant que, j'allais dire, acteurs économiques et donc acteurs évidemment de la société, de prendre cette responsabilité-là, de préparer au mieux notamment ces équipes de ressources humaines à la gestion de ce type de cas individuel. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que Catherine le fera beaucoup mieux que moi, mais c'était juste voilà, pour vous introduire un peu le pourquoi on a fait cette soirée. Encore une fois, merci beaucoup d'être là. Et je pense que le fait que vous soyez là ce soir, quand même relativement nombreuses et nombreux, je trouve, montre aussi qu'il y a un intérêt pour ce sujet et que l'entreprise, et que je suis assez fière de dire que PwC évolue aussi
avec la société en prenant en compte toutes ces problématiques dans le quotidien et en faisant en sorte que chacun se sente libre d'être ce qu'il est ou ce qu'elle est. Voilà, je te repasse la parole, c'est ça? Je ne sais pas si j'étais trop longue, je suis désolée. C'est bon? Nickel, super. Merci Amandine. Donc, après ce parfait timing, on va laisser la parole à Catherine qui du coup va nous apporter son regard notamment sur le guide qui a été réalisé par l'autre cercle en co-construction avec l'ANDRH. Donc du coup le guide sur la transidentité appliqué aux DRH et managers. Alors moi, pour ne pas prendre le torticolis, je vais m'installer là-bas. Oui, beaucoup plus simple. Alors effectivement, merci. Alors d'abord merci. C'est l'usage. Bon, je vais rester debout quand même, je peux tenir. D'abord ce guide, effectivement, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'autre cercle, 22 ans d'existence, avec cette idée saugrenue que sur des critères aussi compliqués que la question LGBT, ça allait se faire avec les acteurs économiques. Avec eux et pas contre eux, même si évidemment on défile dans la rue, on peut faire un sit-in devant l'ambassade de Pologne, on a notre rôle d'association LGBT sur les droits humains, mais avant tout on part du principe qu'on va faire changer le regard et changer les organisations en interne avec les acteurs qui sont en interne. Donc ce guide a été imaginé, donc l'autre cercle est présent à peu près dans toute la France, et en l'occurrence c'est l'équipe de l'autre cercle PACA, avec l'ANDRH PACA et le soutien de la DILCRA et de la Direct pour le réaliser. Alors du coup, comment on fait pour les passages de slides? Parce que si j'ai pas le document, je dis et puis... Bon voilà, ça marche tout seul. Alors lexique définition, allez, on passe le slide. Est-ce qu'il y en a qui ont une totale méconnaissance, parce que ça c'est pas la peine de refaire une redite, qui ont une totale méconnaissance, qui ne savent pas du tout ce que c'est que la question trans, les personnes trans, le genre? Est-ce qu'il y a vraiment une totale non-connaissance? Je ne pas dire méconnaissance, mais totale non-connaissance. Levez la main juste pour savoir s'il y a des gens. Ok, 2, 3, donc je vais quand même un peu dérouler. Alors quand on dit LGBT, bien sûr c'est lesbienne, gay, bi et trans. Lesbienne, gay, bi, ça concerne effectivement ce qu'on appelle la question de l'orientation sexuelle. C'est le fait d'être attiré par quelqu'un. Les personnes hétéros ont une orientation sexuelle, comme les personnes homo, attirées par quelqu'un effectivement qui peut être de même sexe ou de sexe opposé. La question de la personne transgenre, c'est l'identité de genre. Alors il y a eu une erreur au début sous le gouvernement Hollande, ils avaient appelé identité sexuelle et ça a été corrigé sous la loi d'El Khomri, où l'identité de genre en fait c'est totalement intime et personnel. La question du genre, c'est une construction sociale. Alors, je ne rentrerai pas trop dans le détail, mais ça a été déterminé par la société. Vous pouvez avoir des genres très différents. On a 2 genres dans les pays occidentaux, le masculin et le féminin. Chez les Amérindiens, c'est 5 genres. Voilà, donc c'est vraiment une construction. Et vous avez des personnes qui naissent et qui ne sont pas en harmonie avec leur propre genre. Alors je ne rentre pas trop dans le détail parce qu'on a la chance d'avoir Nevia et Tari qui pourront en parler. Donc le plus important finalement, c'est de savoir qu'on est dans l'affectif sur la question de l'orientation sexuelle et on est sur quelque chose qui est tout à fait intime et personnel et qui n'est pas souvent toujours mesurable. Ah, c'est encore mieux ça, génial. Alors, pas que je me plante, je parte en arrière évidemment. Est-ce que c'est le bon? Ouais, génial. Alors, combien de temps déjà? 10 minutes. Ok. Alors, c'est quoi le genre? Des comportements, des manières de se présenter, des rôles qu'une civilisation peut vous assigner. Alors, il y a ce qu'on appelle le genre ressenti, le genre assigné. Je pense que tout le monde ne comprend pas ce que ça veut dire, mais je vais quand même le préciser. Le genre assigné, c'est celui que vous avez à votre naissance. Vous naissez avec des attributs génétiques et autres qui font que vous êtes de sexe masculin ou de sexe féminin. Et on vous classifie de cette manière. Tu faisais référence tout à l'heure au LGBT+, et dans le plus, on y met un certain nombre de critères un peu différenciants qui sont des variantes, et il y a un critère qui s'appelle les intersexes. Vous l'avez vu tout à l'heure dans le slide précédent. Ce sont des personnes qui ont des attributs aussi bien du côté masculin et féminin. Jusqu'à encore maintenant, encore trop aujourd'hui, en tout cas tout le temps auparavant, quand un enfant naissait avec des attributs des deux sexes, le chirurgien décidait effectivement de couper. Parfois même, il n'en parlait même pas aux parents. Et il décide arbitrairement que cet enfant, ce bébé, serait garçon ou serait fille. Sauf que, si bien que la question du genre n'est pas liée au sexe, c'est que le fait d'avoir peut-être plus d'attributs en apparence masculin, on a peut-être supprimé les attributs féminins pour décider que ce bébé était un garçon. Et dans les faits, quand cet enfant va grandir, il va être dans un mal-être total parce que fondamentalement, elle est femme. Et donc ça ne colle pas avec la décision chirurgicale. Et après, je vous passe les détails pour s'en sortir. Donc, la question du genre ressenti, c'est fondamentalement ce qu'on a toujours été. Quand on est en harmonie avec son genre,
assigné, on est une personne cisgenre. Une majorité d'entre vous, a priori, sont cisgenres. Je suis cisgenre, je suis en harmonie entre le fait que je suis avec des attributs féminins, que je suis une femme et que je me ressens comme femme. Quand on n'est pas en harmonie, on est une personne transgenre. Voilà, je ne veux pas être trop long non plus, trop technique, parce qu'en plus, ce n'est pas la partie la plus drôle d'être technique, c'est plus intéressant et tellement plus émouvant et chouette d'entendre parler des personnes qui témoignent. Alors, on dit juste effectivement homme transgenre ou femme transgenre. Un homme transgenre, c'est une personne qui, quel que soit ce qu'on lui a assigné comme sexe, se ressent masculin. Ça peut être une femme en l'occurrence, mais qui sera transgenre, je dis une femme, si jamais elle n'a pas entamé sa transition ou pas fait une opération chirurgicale ou une réassignation. Donc une femme transgenre, ça sera effectivement une personne qui a été considérée comme un homme par la société, mais qui se sent femme. Alors petite nuance quand même sur ce sujet, parce que je pense à deux personnes adhérentes de longue date de l'autre cercle, et quand elles se présentent, il y en a une qui se dit « je suis une femme transgenre ». Et l'autre, elle dit « je suis une femme ». Les deux ont terminé leur transition, elles sont parfaitement femmes quand on les voit, mais l'une est femme transgenre, donc elle se resitue quand même dans son histoire transitionnelle, et l'autre me dit, en l'occurrence, me dit « mais non, je suis une femme ». C'est le passé, c'était l'avant. C'était même pas quand j'étais un homme, parce qu'on n'est pas un homme auparavant, c'est juste un avant. Alors, évidemment, ce qui est le plus important dans l'histoire, et c'est tout l'enjeu de ces actions, c'est que la personne a besoin d'être reconnue. La question de la reconnaissance est le point le plus important. Donc, comment on fait pour faire correspondre le genre ressenti et l'assigné ? Alors, bien sûr, il y a la reconnaissance de la société. Et c'est là que, dans le cadre précis d'une entreprise, l'employeur a un rôle extrêmement important. Et puis, bien sûr, la reconnaissance de la loi. La reconnaissance de la société, c'est dès que la personne décide d'entamer une transition. Alors, dans le guide, vous verrez, le choix qui a été fait de ce guide, c'était pas forcément d'expliquer l'alpha et l'oméga de ce que c'est que les personnes transgenres à la transition. C'était juste de te dire, quand quelqu'un, un collaborateur, une collaboratrice arrive dans mon bureau, je suis patron de PME, je suis responsable RH, je suis directeur d'une filiale, peu importe, quelqu'un m'annonce sa transition, oups, qu'est-ce que je fais ? C'est quoi ? Qu'est-ce que je fais ? Comment je peux faire ? Comment je peux reconnaître cette personne dans son identité ? Comment j'évite effectivement d'être désagréable, maladroit, tenir des propos qui du coup sont très transphobes, même si ce n'était pas la volonté effectivement de l'employeur ou de N+1. Donc ça, ce point est important. Et la reconnaissance de la loi, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi l'évolution législative et ce qui est assez logique, il y a eu une légère amélioration, parce qu'on ne reconnaissait le changement d'état civil qu'avec une réassignation chirurgicale. La loi de 2016 a permis effectivement de la reconnaissance, changement d'état civil, en passant devant le tribunal de grande instance. Certes, c'est pas très câlin, et c'est un monde un peu traditionnel, le monde judiciaire, mais néanmoins, quand vous pouvez apporter la preuve que vous vivez vraiment dans le genre ressenti qui a toujours été le vôtre, alors vous obtenez votre changement d'état civil, et bien évidemment, quand vous êtes en harmonie chez votre employeur, quand vous avez l'attestation de votre employeur, qui dit bien sûr que Madame Isabelle X, qui pour l'instant est Monsieur Michel X, Madame Isabelle X est notre collaboratrice, nous la reconnaissons comme telle, évidemment, ça joue très favorablement auprès des juges. Donc, d'où l'importance de la visibilité et du soutien. Alors, tout le monde a bien compris que la transidentité, ce n'est pas une orientation sexuelle, que ce n'est pas une maladie. Alors, si, maladie, à propos maladie. L'Organisation mondiale de la santé a pas réussi encore à déclassifier, parce que c'est une procédure qui est très très longue, mais a estimé que l'identité de genre n'était pas une maladie mentale, et ce n'était pas un désordre mental. Ça n'a pas pu être ratifié, parce que pour ratifier une décision de l'OMS, il faut l'unanimité des membres, et bien évidemment, un certain nombre de pays ne la ratifieront jamais. Néanmoins, c'était un signe fort qui a été enfin dit de la part de l'OMS, qui, je vous rappelle, a quand même dépsychiatrisé l'homosexualité de manière relativement tardive, c'est-à-dire il y a à peu près 35 ans. Donc c'est quand même pas très très vieux. Donc il y a des marges de progression de cette grande organisation. Alors, l'un, c'est pas une maladie, et deuxièmement, ce n'est pas un sujet dans la vie professionnelle. Eh bien si, de fait, c'en est un. C'en est un parce que d'abord, et tu as rappelé très justement tout à l'heure, les personnes trans sont de plus en plus visibles. Moi, je suis d'une génération où les personnes attendaient presque d'être à la retraite ou de changer de job pour entamer leur transition. Pour celles et ceux qui étaient présents à notre événement des rôles modèles l'année dernière, à la Maison de la Radio, je rappelle le 13 mai, rôle modèle. N'oubliez pas de nominer des rôles modèles LGBT et alliés. La médiatrice, l'ancien médiateur de Radio France, est venu témoigner à la tribune. Elle a attendu d'être à la retraite pour faire sa transition et elle est venue témoigner. D'ailleurs, ça a été très émouvant parce que le matin même, pour les auditeurs de France Inter, avec l'actuelle médiatrice
de Radio France, il y a eu un très chouette dialogue avec les auditeurs et les auditrices. Les jeunes aujourd'hui vont démarrer plus tôt. D'abord parce qu'ils sont à l'aise. Quand ils ont la chance d'avoir des parents qui comprennent, c'est bien, ils démarrent. Je te regarde évidemment. Et donc vous allez voir arriver des jeunes, fort potentiels, au bac++, parce qu'ils vont aussi démarrer les études supérieures avec le soutien des parents. Alors, c'est pas toujours simple, hein, dans les établissements supérieurs non plus, pour des raisons, bien sûr, de dichotomie entre l'état civil et puis le genre apparent, mais pour autant, les personnes vont arriver, donc vont démarrer beaucoup plus tôt. Donc, est-ce qu'on se prive de compétences ? Je pense que tu évoqueras effectivement la maturité de Jess, parce que la démarche de décider effectivement de changer, quelle force de caractère, quelle énergie. Et qu'est-ce qu'on attend effectivement de collaborateurs dans une équipe ? C'est des gens motivés, c'est des gens qui ont de l'énergie et des gens qui supportent la pression, qui ont des vrais potentiels d'évolution. Et donc, c'est un vrai sujet aujourd'hui dans l'entreprise, à la fois pour la qualité de la personne et puis parce qu'on ne va pas se priver des compétences. Alors, concrètement, comment ça se passe ? Alors, il y a des questions pratiques. On a décidé sur ce guide de faire des choses extrêmement simples. Premièrement, est-ce qu'elle doit informer son employeur de sa transition ? Si ça s'est passé avant, pas besoin. Maintenant, si elle sait qu'elle a peut-être effectivement des signes de son ancien genre qui sont visibles à l'œil nu, et que donc ça peut interroger les gens, elle peut effectivement parler, mais elle n'a absolument aucune obligation. En revanche, bien sûr, si elle entame sa transition en étant déjà dans l'entreprise, évidemment, il faut qu'elle en informe. Alors, comment on accueille l'annonce d'une transition professionnellement ? Alors d'abord, c'est une super nouvelle. C'est une très belle nouvelle parce que c'est une belle nouvelle pour la personne. C'est un peu comme vous avez quelqu'un, une femme qui vient vous dire, pour le coup c'est une femme, qui vient vous dire qu'elle est enceinte. Alors une fois passé de dire congé maternité, comment je vais la remplacer, bordel, c'est compliqué. Une fois qu'on a oublié ça, c'est un moment de grand bonheur quand un enfant arrive. Eh bien, quand une personne enfin va pouvoir être comme elle a toujours voulu être et qui vient vous l'annoncer, c'est une très bonne nouvelle. C'est ça qui est le plus important. C'est un moment de bonheur dans la vie de votre collaborateur ou de votre collaboratrice. Bien sûr, il faut de la bienveillance, parce que c'est pas si simple que ça. Ça a forcément été, alors moins peut-être pour les jeunes qui très tôt sont soutenus par leurs parents, mais dès qu'on dépasse 25, 30, 35 ans ou au-delà, il y a eu beaucoup de souffrance. Il y a eu vraiment beaucoup de souffrance avant. Et donc, il y a une nécessité absolue d'être très attentif, très à l'écoute. Et ce guide donne quelques pistes pour justement être dans la bienveillance. Et puis, surtout, être très professionnel. Concrètement, comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Comment on organise les choses ? On l'organise avec la personne. C'est une co-construction. Parce que les cas ne sont pas identiques. Il y a des personnes qui vont vouloir continuer leur métier, contacter avec des clients, si c'est le cas des clients, sans changer. D'autres, au contraire, qui vont préférer changer de poste, ou en tout cas ne plus être en contact avec les clients actuels, et revenir quand elles seront enfin dans le genre dans lequel elles ont toujours voulu être. Donc c'est vraiment quelque chose qui se construit. Ils ne font pas le avec les partenaires sociaux, c'est important. Ils ne sont pas toujours les plus à l'aise. Je ne sais pas si y a un syndicaliste dans la salle, mais ce n'est pas un sujet sur lequel ils sont forcément hyper à l'aise. Il n'y a pas d'ambiguïté dans les centrales syndicales au niveau des confédérations. Pour le coup, l'autre cercle, on les connaît bien et depuis 2002. Mais dans les faits, ce n'est pas forcément eux qui sont les plus allants sur le sujet, donc il faut faire ce vrai travail. En revanche, à partir du moment où la décision est prise, l'annonce est plus ou moins faite et le processus est entamé, il faut être extrêmement vigilant des comportements discriminants. C'est-à-dire les blagounettes à la con, les propos déplacés, qu'on peut avoir effectivement parce que certaines personnes ne seront pas à l'aise. Et puis ici, ne sera pas à l'abri de ça. Alors, comment met en place les marqueurs ? Voilà, c'est très simple. D'abord, c'est la reconnaissance. On l'identifie, tout ce qu'on peut faire, on le fait immédiatement. Le badge, le nom, la signature du mail, voire même la place de parking. Alors après, parfois, le SIRH, faut un petit peu forcer la dose parce qu'il ne connaît que des déclinaisons à partir du moment où on a coché monsieur, madame. On ne peut pas décocher, évidemment, puisqu'au niveau de l'état civil, le numéro de sécurité sociale correspond, 01 garçon, 02 fille, ça on le sait. Mais on fait tout ce qui permet effectivement de reconnaître la personne de son identité pour que ce soit en cohérence avec sa présence, à sa présentation. Et ça c'est le point le plus important. Donc là, on ne rentre pas dans le détail parce qu'on a toute l'explication. Alors, comment aider l'équipe ? Ça, c'est important parce que ça peut bouleverser. C'est pas simple, c'est pas naturel pour beaucoup de personnes. Donc, il y a un temps d'adaptation qui peut prendre du temps. Donc, évidemment, on rappelle les fondamentaux.
La politique diversité d'entreprise, ça fait partie des 24 critères. Donc voilà, déjà c'est clair, c'est pas un sujet. Il faut mettre en place les conditions d'un dialogue. S'il y a un problème avec un collègue, ou un supérieur hiérarchique, ou un N-1, ou un subordonné, si ça se passe pas bien, il faut très vite que ce soit identifié par les managers, par l'équipe RH, de manière à éviter que ça ne dérape et qu'il y ait vraiment un conflit. Parce que du coup, généralement, les personnes qui entament une transition peuvent être... il y a une telle urgence pour elles être reconnues pour ce qu'elles ont toujours été, qu'elles manquent totalement de patience et parfois elles surréagissent à un propos qui peut être une petite blagounette, etc. Donc il faut très vite vraiment être très attentif à ça. Et puis bien sûr, les règles du bien vivre ensemble qui est important. Alors, les ressources internes, vous avez la chance, vous avez Shine. Vous avez le réseau interne, donc ça c'est parfait. Parfois, ça donne une explication. On a nos premiers signataires de la charte ont un peu d'antériorité sur le sujet, et les nouveaux qui nous rejoignent, qui ont été confrontés à un premier cas de transidentité, ne savaient pas forcément comment faire. On leur dit, écoutez, appelez un tel ou une telle, et ils vous donneront les explications, et ce sera beaucoup mieux. Changement de contrat de travail quand on change d'état civil. Il n'y a pas d'obligation. C'est mieux de le faire. C'est mieux parce que ça part une incidence, par exemple, sur l'évolution de la carrière, sur le fait effectivement d'avoir bien identifié que en 2012, monsieur Michel X, et en 2020, au mois de mai 2020, c'est madame Isabelle X, pour simplement le rappeler. Ça part une incidence par rapport à des éléments du contrat. Il doit dire aussi que, évidemment, les éléments du contrat ne changent pas avec le changement d'état civil, mais c'est encore mieux quand on le dit. Et puis, alors, risque élevé d'absentéisme lors d'une transition. Tout dépend de la nature de la transition. Il y a des personnes qui vont simplement changer d'habit et sans changer, d'autres qui vont entamer un processus hormonal et autres, et d'autres qui vont effectivement aller jusqu'à une réassignation chirurgicale. Donc les temps sont plus ou moins longs, mais de la même façon qu'un couple décide d'avoir un enfant par PMA ou par GPA, il y a des moments d'absence, ça s'organise avec sa hiérarchie, rien d'extraordinaire, rien de particulier pour le coup. Alors, changement de poste, je l'ai dit tout à l'heure, donc voilà, il n'y a pas d'obligation, c'est vraiment quelque chose, la personne a envie de changer ou n'a pas envie de changer, c'est vraiment une co-construction, ça dépend de la nature du métier. Chez vous, vous avez plutôt des clients, donc des clients qui sont, voilà, c'est pas du public, c'est pas d'ouverture au public. Donc en tout cas, rappelez une chose, c'est que la transition, ça ne touche pas le cerveau. Et ça ne touche pas les savoir-faire et les compétences. Ça ne bouge pas. Donc au moins ça reste constant. Donc après le reste, ce sont créer le climat adéquat. Alors pour terminer, c'est pas compliqué. Vous avez 4 grands points très forts. On rappelle les valeurs de l'entreprise. Je sais bien que les valeurs, c'est un truc un peu tarte à la crème, mais quand même c'est important. Donc on est très clair pour toutes les équipes dans lesquelles effectivement évolue le collaborateur et la collaboratrice. On positive, c'est très bien, génial, fantastique. Enfin, nos collaboratrices, nos collaborateurs va être en harmonie avec lui-même ou avec elle-même. Donc, c'est une très bonne nouvelle. C'est comme le fait d'avoir un enfant. C'est une très très bonne nouvelle. Il faut dédramatiser vis-à-vis de l'entourage, des personnes qui vont se dire, même le N+1, l'hiérarchique, comment je vais gérer ça, et si le client n'apprécie pas, n'accepte pas. Oui, c'est un risque. Mais si vous avez un client qui a des propos racistes ou antisémites, vous faites quoi? Dites rien. À un moment donné, après il faut le remonter, et c'est une décision peut-être à voir avec les key accounts ou avec la direction, c'est la même chose. Tout comportement discriminant d'un client à l'encontre de la personne, ou qui a des propos effectivement déplacés et qui sont insultants, on regarde un critère, c'est la même chose. Est-ce qu'aujourd'hui, mais comme PwC, vous faites partie effectivement des premiers signataires, embarquez aussi vos parties prenantes, embarquez aussi votre écosystème, c'est vous aussi qui allez les aider à les faire évoluer. Après, voilà, échanger, mettre en place un plan d'action et les conditions d'un dialogue. Une fois encore, s'il y a des personnes qui ne sont pas à l'aise avec ça, très vite, ne pas les stigmatiser, ne pas dire qu'ils ont tort, c'est pas le sujet. Il faut faire un vrai travail de pédagogie. Voilà, donc en fait, un employeur, il est là pour protéger et accompagner. On peut parler de risques psychosociaux, de qualité de vie au travail, ça sont les trucs un peu techniques. Il faut reconnaître la personne dans son identité. Et puis, si on peut mettre en place un référent, alors avec Shine, en l'occurrence chez vous, ça peut avoir du sens. Quelqu'un effectivement qui aura un peu l'habitude de mettre en place tous les process en interne. Et j'en ai fini. Merci à vous. Merci Catherine. Et donc du coup, pour éclairer et également donner plus de matière concrète après ces témoignages un peu plus institutionnels. Nevia, peux-tu du coup nous partager ton expérience et ta vision également? Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Je suis Nevia, j'ai 22 ans, je suis une femme transgenre et je suis actuellement en train de construire un projet pro d'auto-entrepreneuse dans le massage bien-être pour pouvoir recevoir des personnes à mon domicile ainsi que masser des salariés.
en demande de massage dans les entreprises. Concernant le sujet de cette conférence qui nous réunit ce soir, je voulais déjà remercier chaque personne présente dans cette salle, car cette présence est le signe et la preuve que vous portez l'intérêt à l'intégration des personnes transgenres dont je fais partie. Ensuite, j'aimerais vous partager des expériences liées à l'emploi, une ou deux, et le travail que j'ai pu vivre depuis bientôt 1 an. Refus dans le milieu des bars LGBT, à proprement parler, lié au manque d'avancée dans ma transition physique à ce moment-là et ma transidentité. Dans ma transidentité. Déjà trop de personnes trans, on a déjà trop de personnes trans. C'est mieux que ton corps soit fini. La femme trans que j'emploie a déjà sa chatte. Si je te prenais, il faudrait que tu aies absolument la perruque et les faux seins. Aucun dialogue sur les compétences. Je suis sortie en pleurs de cet entretien et cela a été difficile après pour moi de tout de suite rebondir. J'ai trouvé ça ultra discriminant, explicitement sexiste, et même si au fond j'ai gagné en force intérieure depuis, en effet être perçue comme une personne qui n'a pas de genre défini, alors que si, ou un problème pour d'autres femmes employées ou quelqu'un n'étant pas légitime en tant que femme ou travailleuse à cause de l'état de mon corps à ce moment-là, est quelque chose qui blesse au plus profond. Et aucun employeur ou autre ne devrait s'autoriser à attaquer une personne en entretien ou sur le lieu de travail à cause de son physique ou sa manière d'être, la femme ou l'homme qu'il est. D'autres refus, comme reprendre le poste d'une ancienne collègue dans une structure de soins où j'avais travaillé 8 mois auparavant, en vue de ma transidentité. En effet, j'avais été très sollicité pour ce poste et quand j'ai parlé que j'étais en transition, je n'ai plus une nouvelle ni de proposition d'entretien. Encore une fois, un sentiment difficile à accepter, celui que d'être née femme dans un corps pas totalement adéquat peut faire changer de regard ou de considération à bien des personnes sur qui on est et voir des perspectives pro littéralement s'évaporer, ce qui n'est pas facile à accepter. Et si la transidentité n'est pas reconnue comme un crime ou une maladie mentale, c'est légitime. Je crois qu'elle est encore taboue dans beaucoup de contextes, taboue car l'idée que c'est une maladie ou quelque chose de très obscur a été longtemps distillée dans beaucoup d'esprits, et cela trop longtemps. Que ce soit au sein de notre univers occidental, occidentalisé ou dans 4 coins du monde, lors de différentes conquêtes, les personnes trans ont été contraintes de subir des normalisations, des châtiments ou des mises en exil, voire la mort. Et encore aujourd'hui dans certains pays, la mort. C'est un passé qui n'est pas si lointain, un présent difficile à accepter aussi, et c'est un passé qui marque. Aujourd'hui, nous avons le droit de transitionner. Des psys, des amis, des chefs d'entreprise, des parents parfois, ou encore des associations nous apportent leur soutien, et c'est une chance comparée au passé. Se tourner vers l'avenir et pouvoir vivre son présent, son genre réel, sa vie est devenue possible, sans que ce soit remis en cause par rapport à notre sexualité. Et ça, c'est un principe. Difficile, mais possible. Et pour que la majorité des personnes transgenres puissent accéder, pour que la majorité des personnes transgenres puissent accéder à l'emploi, il faut que nous allions tous dans ce sens. Si la transidentité n'est pas reconnue comme un crime ou une maladie mentale, c'est tout simplement parce que ce n'est pas le cas. Se tourner vers l'avenir et pouvoir vivre son présent, son genre réel et sa vie est devenu possible, et ça, c'est encore une fois une chance. Excusez-moi. Voilà. Et pour que la majorité des personnes trans puissent accéder à l'égalité des chances, il serait bien sûr idéal que chaque personne se sentant à l'aise dans son parcours de transition ou après sa transition puisse trouver un emploi. Excusez-moi. Et proposer ces services au même titre que n'importe qui d'autre. Car aucune personne n'est au-dessus d'une personne trans du simple fait de ne pas l'être. Pour parler d'une expérience plus positive, j'ai pu faire une période d'essai en tant que vendeuse chez Naturalia pendant presque 2 mois, et même si je n'ai pas signé de contrat au final, pour différentes raisons professionnelles et personnelles, la façon dont on m'y a accueilli était superbe. Personne n'a communiqué mon dead name, prénom officiel de naissance. J'ai eu 1 ou 2 questions lors de l'entretien sur ma transition, mais dans la bienveillance et le respect, qui m'ont mené à me sentir considérée en tant que femme pour démarrer ce contrat. Les salariés du magasin avaient été prévenus à l'avance qu'une femme en transition allait arriver. Mon badge de service était à mon prénom choisi et j'avais accès au vestiaire féminin au quotidien et aux toilettes. Cela peut paraître peu ou dérisoire pour certains, mais peut-être, mais en réalité, ce type de préconisation qui peut mettre une personne en transition en bonne condition pour travailler sereinement et se sentir intégrée en tant que personne. Pour finir, évidemment, pour les personnes trans ayant depuis longtemps fini leur transition, où il n'y a aucun doute ou beaucoup moins pour identifier leur genre réel, sanctionner des pratiques potentielles de harcèlement moral, respecter les pronoms et prénoms choisis, respecter les politiques d'égalité de la République, les politiques d'égalité d'inclusion, au même titre que pour n'importe qui d'autre, me semble aussi très important. La transphobie tend à s'éteindre
et les mentalités semblent évoluer, mais aujourd'hui, le constat est que la précarisation des personnes trans par le non-accès à l'emploi est un grand problème, tout comme les vécus trans au travail qui représentent une part importante de la souffrance au travail. Alors toutes les mesures inclusives et non discriminatoires possibles sont aujourd'hui les bienvenues. Le combat pour la liberté est peut-être encore long, alors soyons intelligents, rencontrons-nous, travaillons ensemble, gagnons du temps, au-delà de ce qui constitue au fond que notre apparence, notre intimité, quand nous avons toutes et tous beaucoup à offrir. Merci à tous. Merci Nevia, et je pense que vous aurez beaucoup de questions qui cheminent en vous et beaucoup de questions à poser après. Donc notez-les et on pourra les aborder après l'intervention de Tariq, qui du coup souhaitait témoigner de sa position en tant qu'ambassadeur Shine, mais également en tant que père de Jason, qui du coup a fait sa transition il y a quelques années maintenant. Donc Tariq, je te transmets. Ah oui, pardon, tu as ton micro spécial. Bonsoir tout le monde, et merci encore à tout le monde d'être là, pour tout un tas de raisons. Donc, lorsque j'ai rejoint Price il y a 28 ans, j'aurais pas forcément imaginé 28 ans plus tard faire un discours sur le sujet de la transidentité en entreprise, mais les temps ont changé et pour le mieux. J'ai envie de vous faire comprendre par mon témoignage 3 choses. La première chose, c'est de vous faire sentir par ce témoignage un petit peu ce que ça représente d'être une personne trans. La deuxième chose, c'est de comprendre les enjeux, en fait, de ce dont on parle ce soir. Et la troisième chose, c'est de aussi donner ma perspective sur l'intérêt de l'entreprise d'avoir une démarche dans ce sens. Alors, où commencer ? Je vais commencer en octobre 2018. Et en fait, c'était un moment fort pour notre famille parce que c'était le moment où j'ai accompagné donc mon fils transgenre, Jace, dans son coming out vis-à-vis de ses petites sœurs. Donc en fait, je suis le père de 3 enfants. Il y a 2 ans, j'aurais imaginé encore moins faire cette intervention parce qu'il y a 2 ans, je pensais être le père de 3 filles, alors qu'aujourd'hui, je suis le père de 2 filles et d'un garçon transgenre. Et en fait, mon fils a fait son coming out depuis le mois de septembre auprès de moi. Il avait déjà tâté le terrain auprès des amis pendant sa colo, pendant l'été, ce qui est un terrain relativement sans danger. Ensuite, avec quelques amis intimes à l'école, et puis avec moi et mon épouse au début de la rentrée, en septembre 2018. Et en octobre 2018, il n'avait toujours pas dit à ses sœurs. Et c'est bien évidemment un petit peu compliqué de vivre ça au sein d'un même toit, parce que lorsqu'il fait son coming out, évidemment, il n'a plus envie qu'on l'adresse par son prénom donné à la naissance. Donc en fait, il avait choisi un nouveau prénom, Jace, qui ensuite a évolué pour devenir Jason, mais Jace reste le petit nom qu'on a l'habitude d'utiliser depuis quelques années maintenant. Donc ça, à la limite, c'était un petit nom qui était semblable à son prénom donné à la naissance, donc c'était un petit peu neutre, c'était assez malin de sa part. Mais par contre, les pronoms, on ne peut pas, au sein d'une même maison, avoir des pronoms différents selon que les sœurs ne sont pas ou pas là. Et donc, pendant les vacances d'octobre, j'ai convenu de l'aider à faire son coming out, parce qu'en fait, ce qu'il avait compris, c'est autant ça se passait bien avec beaucoup de ses amis à l'école, c'était pas avec tous les amis, ça se passait bien. Et autant il était prêt à prendre le risque que ça se passe mal avec un ami par-ci, par-là, l'enjeu est évidemment pas le même avec sa fratrie. Et donc, on avait convenu que j'introduise le sujet et qu'ensuite, qu'il explique à ses sœurs dans ses propres mots. Alors, je me rappelle comme si c'était hier, on était en vacances en Asie, et dans une chambre d'hôtel,
Et on s'est assis, Jace, ses deux petites sœurs, donc Livia, qui à l'époque, elle avait 3 ans, et Odessa, qui avait 6 ans. On dirait 16, mais bon, elle en avait 6. Et il se trouve que j'avais souvent eu des discussions un petit peu existentielles avec mes enfants, avec les 3, pour parler de ce que fait de nous qui nous sommes. Et en fait, j'ai toujours dit la même chose, c'est qu'on est fait de 2 choses, du tangible et de l'intangible. Et donc le tangible, bon, on le voit, c'est la main, c'est la tête, c'est le bras, enfin, c'est facile à comprendre pour un enfant. Mais c'est quoi l'intangible, papa? Donc je dis, voilà, quand tu as peur, Odessa, est-ce que tu peux toucher ta peur? Ben non. Quand tu as de l'amour pour quelqu'un, de l'amitié, est-ce que tu peux toucher cet amour? Ben non. Quand tu es excité, est-ce que tu peux toucher cette excitation? Ben non. Est-ce que c'est réel? Ben évidemment. Ta façon de raisonner par rapport à d'autres de tes copains, tes copines, enfin, on raisonne tous d'une manière différente. Ça, on peut toucher notre façon de raisonner? Ben non. Et donc mes enfants ont toujours compris que on n'est pas juste le physique, on est de l'intangible et du tangible. Et que c'est pas parce qu'on ne peut pas toucher quelque chose qui fait de nous qui nous sommes que ce n'est pas tout aussi réel, voire plus réel dans la construction et dans notre manière de s'identifier. Et donc j'ai rappelé tout ça avec ces questions. Je m'adresse à Odessa, mais Livia, elle écoute tout, elle enregistre tout. Et puis je pose une question. Je dis Odessa, je vais te poser une question. Est-ce que tu es une fille ou un garçon? Elle est surprise par la question. Je dis je suis une fille. Alors comment tu sais? Là, je vois sa tête. Je dis t'as besoin de regarder? Là, elle commence à rigoler. Elle dit non, je n'ai pas besoin de regarder. Enfin, je le sais. Enfin, non, mais je le sais. Donc je dis tu le sais par le tangible et par l'intangible. Et là, je dis, Jace a quelque chose à vous dire. Et elle se retourne vers lui. Et Jace regarde ses sœurs dans les yeux. Et il dit, moi, je me sens garçon. Je sais que je suis un garçon. Je suis un garçon. Et Odessa regarde Jace. Donc, tu es mon frère. Et c'est la première fois qu'il entendait dire le mot frère quand on parle de lui. Et il était très ému, je revis ce moment. Et il dit, oui, je suis ton frère. Et là, Odessa saute autour de son cou, elle dit, j'ai toujours voulu un frère. Alors on a fait des grands câlins, il y avait des larmes, enfin c'était un moment, vraiment un grand moment de fratrie, d'unité familiale. Et en fait, ce qu'a compris Odessa, mais en 1 minute, en 30 secondes, c'est que lorsque, comme Jace, on est un garçon transgenre, en fait, peu importe quand c'est avant la transition, pendant la transition, après la transition, on est un garçon transgenre parce que, comme a dit Jace, je me sens garçon, je suis un garçon, tout simplement. C'est dingue comme les enfants peuvent avoir une capacité de comprendre sans jugement plus que les adultes parfois. Alors, j'ai osé ça, elle avait 6 ans, mais c'est comme 16, elle commence à poser des questions ensuite. Elle dit, mais ton corps, il est toujours comme le mien, tu vas perdre tes boobies? Et il y avait 15 minutes de questions, je vous épargne la suite, mais je vous laisse imaginer. Et Jace, il a répondu très simplement à ces questions, comment il voyait les choses. Mais en fait, sans qu'on ait prononcé le mot trans, sans qu'on ait prononcé le mot transition, en fait, Odessa arrive sur le deuxième grand sujet, c'est la transition. En fait, elle a compris que son frère est un garçon, mais en le même corps qu'elle à l'époque, que ça pouvait lui poser un problème et qu'il pouvait avoir envie de ramener le physique en harmonie avec l'intangible. Comme quoi, elle a tout compris. Alors, pour comprendre le besoin de cette transition, je pense que, et j'avais longuement hésité à raconter ce que je vais vous raconter, mais Jace me l'a autorisé, parce que tout ce que je publie sur les réseaux sociaux, tout ce que je dis dans les discours, je valide avec mon fils. Et en fait,
on parle cette souffrance liée à ce décalage entre le tangible et l'intangible. On met des mots dessus, parfois la dysphorie de genre ou d'autres. Et en fait, juste pour faire comprendre un petit peu ce que ça peut représenter, je vais prendre une illustration dans la vie de Jace, parce que c'est quelque chose qu'il vivait au quotidien. Et c'était le moment vraiment le plus difficile de la journée, c'était la douche. Parce que c'est un moment où on ne peut plus échapper à notre corps. On peut s'habiller, on peut se couvrir, on peut oublier. Mais lorsqu'on est sous la douche, c'est un moment où on est confronté à notre corps. Et ça devenait un problème dans la maison parce qu'il n'avait mais plus du tout envie de prendre une douche. Mais pas comme un adolescent classique, mais vraiment plus du tout envie. Donc ça devenait un problème. Et combien de fois, alors que ça faisait peut-être 4-5 jours, il n'avait pas pris de douche, il avait fait sport 2-3 fois, mais voilà, à un moment donné, chez Jace, il faut que tu prennes une douche. Et la salle de bain est à côté de notre chambre, donc souvent c'était à minuit où il finissait par aller à reculons dans la douche. Et 10 minutes plus tard, je ne savais pas si j'avais bien fait, parce que j'entendais les sanglots de l'autre côté de la porte. Et donc, je peux vous dire que la détresse liée à ce décalage, elle peut être profonde, elle est réelle. Alors, heureusement, il ne vivait pas cette détresse tous les jours, à tout moment. Et d'ailleurs, j'ai essayé de comprendre comment ça se faisait, qu'il arrivait parfois à avoir des journées, mais ensoleillées. Enfin, c'était des journées magnifiques. Et il me disait, mais papa, est-ce que tu passes ta journée à te dire, je suis un homme? Je dis, bah non. Il dit, moi non plus. Je suis un garçon, mais je ne me le dis pas tout le temps comme ça. Je me balade, je suis Jace. Mais le problème, c'est que, de temps en temps, il est confronté à des situations. Donc, il va aller aux toilettes. Est-ce qu'il peut s'autoriser à aller chez les hommes? Mais déjà, le fait qu'il doit se poser la question, bah, ça peut réveiller le souvenir de la douche. Le prof de français corrige son travail parce qu'il rédige au masculin. Il reçoit un email avec le prénom donné à la naissance. Enfin, la journée, elle est minée de tout un tas de pièges qui peuvent rappeler ce mauvais moment de la douche et transformer une journée ensoleillée en une journée noire. Et en fait, pourquoi l'entreprise a un rôle, et pas que l'entreprise où on travaille, mais lorsque Jace allait acheter son déjeuner, il avait sa carte de paiement. Et je suis allé voir 2 banques, parce que pour se faire enlever le mademoiselle sur la carte, supprimer le prénom et mettre les initiales, bah, toutes les banques ne sont pas capables de le faire. Donc ce n'est pas juste pour vos salariés, c'est aussi pour vos clients qu'il faut savoir accompagner une transition, parce qu'une transition ne se fait pas seule, ça a besoin de la coopération d'un entourage, de tout un écosystème autour de la personne. Et donc je ne vais pas répéter, après tout ce qu'on a fait dans la transition de Jace et toutes les bonnes pratiques, je vous incite à lire le guide, mais j'espère que je vous donnerai envie à lire justement ce guide et de mettre en pratique, parce que c'est tellement important pour la vie d'une personne trans. Alors maintenant, je vais regarder un peu le revers de la médaille, c'est aussi quel intérêt pour l'entreprise, parce que je suis persuadé que l'entreprise a tout à gagner. Catherine t'en a un petit peu parlé, mais quand Jace m'a parlé de ça en septembre 2018, il avait 13 ans. Donc, à 13 ans, il a déjà fait l'introspection pour essayer de comprendre le mal-être qu'il avait ressenti jusque-là, pour mettre un nom dessus, pour l'assumer. Et pas juste l'assumer lui-même, déjà c'est pas mal, mais pour l'assumer auprès de ses amis à l'école. Enfin moi je lui ai dit, c'est la première chose que je lui ai dit quand il a fait son coming out, c'est waouh, quand j'avais 13 ans, j'aurais jamais osé dire à mes potes, en fait je me sens fille. Enfin, j'aurais pas osé. Je ne sais pas si j'aurais été capable d'assumer ça. Je ne sais pas combien de personnes dans cette salle auraient été capables d'assumer ça. Enfin, ça demande un courage
une force de caractère, mais enfin, c'est des qualités qui sont rares. Et je pense que c'est les qualités qu'on aimerait bien avoir avec nos collaborateurs en entreprise. Il n'y a pas que cette raison-là que je pense que l'entreprise a tout à gagner, à avoir une politique pour la transidentité, pour pouvoir attirer les personnes trans. J'aimerais vous parler un petit peu du sujet de l'ouverture d'esprit. Alors Jace, il est passionné par la biologie, il vient d'arriver il y a quelques minutes. Alors, il m'a prié, je parlais de la douche quand il est arrivé, et quand il m'a dit « Oui, papa, tu peux parler de ça », il m'a aussi prié de vous dire que depuis cette époque-là, les choses vont beaucoup mieux, et là, il prend régulièrement sa douche, donc il n'y a pas de souci. Par contre, il a passé la journée en sortie d'école à la ferme, donc voilà, c'est peut-être pas le meilleur moment non plus de le rencontrer. Bon. Donc maintenant, je vais vous parler un peu de l'ouverture d'esprit, et justement, Jace, il est passionné de la nature. Et donc, il a un collab sur toutes les espèces de plantes, d'insectes, d'animaux, etc. Et en fait, pendant sa quête identitaire, il me parlait souvent des espèces qui avaient des comportements fascinants. Donc, je me rappelle toujours d'une espèce de poisson. Il disait, en fait, ça vit en bande. Donc, il y a un mâle pour un groupe de femelles. Et bon, il arrive, évidemment, de temps en temps, que le mâle, il décède. Qu'est-ce qui se passe? La femelle dominante du groupe se transforme en mâle pour la survie de l'espèce. Et je pense qu'on est tous pareils, on a tous regardé ces documentaires sur la nature, quand on voit ça, on est fasciné, on dit là, mais la nature, elle est bien faite, quelle diversité, quelle richesse, on trouve que du positif. Par contre, dès qu'il s'agit des choses un peu hors du commun chez l'être commun, on a un tout autre regard sur le sujet. Et en fait, on a un regard fermé où en fait, on cherche la majorité, on confond ça avec la normalité. Et on a du mal à avoir ce même regard sur la diversité. Mais je pense que lorsque on a une approche positive vers la transidentité, justement, ça demande une ouverture d'esprit, et je pense que c'est une richesse pour l'entreprise d'aller dans ce sens et de saluer en fait la diversité et de reconnaître la richesse de cette diversité. Et je pense que c'est un message fort pour tout le monde au sein d'une société sur la valeur qui sont portées par la boîte où on travaille. Et personnellement, je suis très très fier de travailler au sein d'une société qui porte ces valeurs. Merci tout le monde. Merci Tariq. Du coup, après ces 4 témoignages, présentations, je suppose que vous avez de nombreuses questions. Je sais que la première question est difficile à poser, mais je suis sûre que Thomas va pouvoir commencer. Du coup, je te laisse la parole. Ok, super, merci. Moi, j'ai une question qui est très pratico-pratique, qui va s'adresser à quasiment tout le monde dans le panel. C'est la question du quotidien. Donc, quand on fait une transition, même avant, pendant et surtout après, il vient la question des toilettes. Alors, les entreprises en France, la loi impose les entreprises à avoir des toilettes genrées masculins et des toilettes genrées féminins. Il y a possibilité aux entreprises de proposer des toilettes non genrées, mais c'est une 3e option, donc ce qui inclut des coûts pour revoir les bâtiments, etc., etc. Qu'est-ce que vous pensez de cette difficulté et des enjeux? Donc là, c'est notamment pour Catherine, pour faire évoluer la loi à ce niveau-là, pour permettre aux entreprises justement de ne pas avoir à produire et un toilette genré masculin et un toilette genré féminin et potentiellement un toilette non genré. Et pour toi, Tariq, c'est de savoir, chez Price, est-ce que vous avez des toilettes non genrées? Et la difficulté que tu as pu avoir dans tes différentes stages et expériences professionnelles sur cette question-là des toilettes, est-ce que je peux aller dans les toilettes, alors dans ton cas des femmes, et est-ce que j'ai des fois des discriminations qui peuvent intervenir de certaines collègues qui disent « mais qu'est-ce que tu fais là, c'est pas tes toilettes ». Donc il y en a pour un peu pour tout le monde. Alors très rapidement, donc chez PwC, pardon parce qu'on dit PwC. Hein. Oui. Je me rappelle. Voilà. C'était le moment relou. C'est pas grave. Donc nous avons bien des toilettes qui sont genrées, plus des toilettes pour personnes à mobilité réduite.
Voilà. Moi, à titre personnel, alors je vais parler très personnellement, je suis contre les toilettes genrées. Je trouve que c'est un peu une absurdité. Seulement, un petit détail quand même, enfin 2 petits détails. Un, les pissotières. Pour les femmes, c'est pas particulièrement agréable. Elles n'ont pas forcément envie de se confronter à la vue de l'appareil génital des personnes qui sont aux toilettes. La deuxième chose, c'est les poubelles pour les protections périodiques pour les femmes. Ce qui, du coup, explique, à mon sens, le fait qu'il y ait des toilettes genrées. Enfin, ce qui devrait expliquer qu'il y ait des toilettes genrées, mais après, de manière générale, je pense que c'est un peu absurde. Et moi, il m'arrive souvent dans des endroits, dans des concerts ou des choses comme ça, où les toilettes pour les femmes sont souvent pris d'assaut, d'aller chez les hommes. Et quand c'est des toilettes sans pissotière, etc., c'est aucun problème, en fait. Enfin, j'ai jamais eu un homme qui m'a dit qu'est-ce que tu fais là Enfin, c'est pas du tout à propos, en l'occurrence. Mais oui, c'est en effet un sujet. Et pour les personnes transgenres, je conçois tout à fait la problématique au quotidien. Je vais laisser tourner le micro. Pour moi, comme j'ai la partie les moins drôle, parce que je raconte un truc très technique, c'est pas du niveau d'émotion de mes 2 camarades à gauche. Ça dépend vraiment de la taille de l'entreprise. Des grands groupes ont techniquement les moyens de neutraliser un toilette et de le mettre non-genré s'ils le souhaitent. C'est pas tant la question de la personne que la question des autres. Beaucoup de personnes trans nous ont dit, quand j'étais reconnue comme telle, et même en ayant fait, ayant décidé effectivement de changement d'état civil, mais j'étais enfin moi-même, en l'occurrence, mettons, un homme, ce sont des collègues femmes ou les collègues hommes qui n'acceptaient pas, que ça dérangeait. Donc c'est assez compliqué. Donc tu as donné un bout de réponse. Assez souvent, de plus en plus, il y a une toilette qui est réservée. Alors quand il n'y a qu'un seul toilette, qui fait homme, femme, handicap, la question elle est réglée, c'est pas un sujet. Mais quand tu as une toilette homme et femme, il y a souvent une toilette handicap, et sur lequel effectivement c'est homme-femme. Et bien dans ces cas-là, la personne prend ce toilette-là, et puis ça permet de ne pas aller dans les toilettes pour hommes ou les toilettes pour femmes, et de régler la question. Mais c'est un sujet, effectivement, est-ce qu'il faut passer par la loi ? Il y a certaines choses qui, quand on impose par la loi, ça bloque. C'est plutôt c'est la discussion, c'est du dialogue. Quand on est dans une démarche de bienveillance pour ses collaborateurs, collaboratrices, c'est ce genre de choses sur lesquelles on trouve une solution. On essaie d'en trouver une. Et quand il n'y en a pas, parce que quand vous êtes une petite boîte, un atelier, une PME, vous avez 2 toilettes, un pour garçon, un pour fille. Après, effectivement, c'est un dialogue avec au sein de l'atelier, au sein de l'équipe, pour que les choses puissent fonctionner. Ça peut mal se passer, mais la personne n'est pas de ce monde. Dans 80% des cas, par du dialogue et par la compréhension, et les gens arrivent à comprendre. Juste sur le point sur la loi, c'est juste la loi française impose d'avoir des toilettes masculins et féminins. Moi, je sais que quand j'étais en école, j'avais uniquement des toilettes non genrées. Et du coup, c'était un non-sujet pour tout le monde parce que on allait tous dans les mêmes toilettes. Il n'y avait pas de question. Alors, pour moi, l'idée, ce serait que oui, les toilettes soient non-genrées. En fait, je trouve que c'est quelque chose qui peut mettre à l'aise les hommes comme les femmes, et toutes les personnes étant en début de transition ou se considérant globalement entre les deux. Et comme ça accepte vraiment tout le monde, tant que les règles de respect sont, moi je dirais clairement, imposées entre chaque être humain. Et franchement, l'idéal est respecté, donc la question est réglée. Après, dans le cas où il y a des toilettes genrées et pas de toilettes non genrées, je pense que clairement, une personne transgenre qui n'a jamais représenté de risque pour qui que ce soit dans son entreprise ou qui est acceptée dans son genre reconnu, si en contrepartie, elle doit, par exemple dans mon cas, aller aux toilettes avec les hommes, imaginons en plus qu'il y ait beaucoup d'hommes, là, on passe des toilettes non genrées qui sont l'idéal à une situation limite qui peut finir dramatique. Ce qui est une réalité concrète aussi, même si on peut comprendre qu'il y ait parfois des femmes qui se posent des questions justement par rapport à l'invisibilité des femmes trans sur qu'est-ce qu'elles peuvent représenter, notamment à cause, je ne vais pas tout développer, mais de la pornographie, des médias parfois qui ont un petit peu donné une image de travesti dégénérée ou je ne sais quoi d'autre. L'idée, c'est de dire que les femmes trans ne sont pas un danger lorsqu'elles vont faire pipi, en fait. Donc voilà, ce sera ma réponse pour la question des toilettes. Oui, juste pour compléter les réponses qui ont déjà été données, je pense que, je vais parler pour Jace, s'il voit les toilettes genrées, il va aller chez les hommes, il ne va pas se poser la question. Si les toilettes sont non genrées, la question ne se pose pas. Mais je pense que on ne changera pas la loi tout de suite. Et donc dans les médias, qu'est-ce qu'on fait ? Je pense qu'il y a une chose qui est primordiale, c'est vraiment la communication au sein de l'entreprise. Parce que je prends le cas de Jace, en fait, lui, le choix, il est clair, et il n'y en a pas 2 possibles. Donc, en fait, ce qui est important, c'est qu'il y ait une communication au sein de l'entreprise pour que le regard des autres
ne pose pas de problème et pour que les autres puissent bien vivre ça et puissent comprendre ça. Et donc, je pense que c'est précisément ce type d'intervention et c'est pour que les gens puissent appréhender et s'approprier de pourquoi quelqu'un avant, pendant une transition où c'est pas une évidence pour tout le monde, bah, que ça puisse être une évidence pour tout le monde en fait. Merci. Ouais. Une autre question? Une autre question pour les personnes en direct. Oui, j'aimerais savoir ce qu'il en est actuellement au niveau du mariage, c'est-à-dire quand une personne transgenre veut se marier, qu'est-ce qu'il en est au niveau des lois? Est-ce qu'il faut qu'elle soit à un certain stade d'avancement? Je ne sais pas du tout comment ça se passe actuellement. Je sais qu'il y a peut-être eu des changements de loi récentes, je ne sais pas. Bah, c'est simple. Le mariage était en deux couples de même sexe. On marie deux hommes, deux femmes, un homme, une femme. Donc c'est la question de l'état civil qui rentre en ligne de compte. C'est pour ça que c'est important de pouvoir procéder au changement d'état civil et que la loi de 2016 a quand même favorisé ça, même si ce n'est pas dans un environnement très agréable. Voilà, l'État, l'administration vous reconnaît comme homme, vous reconnaît comme femme, et donc vous vous mariez. Et peu importe, le reste n'est pas un sujet. Bonsoir. Je suppose que lorsque c'est un mineur, il est sous l'autorité parentale. Et du coup, est-ce qu'il y a un accompagnement lorsqu'on a des parents éventuellement un peu réticents? Parce que là, Jess a la chance d'avoir des parents très open qui l'accompagnent et qui sont près de lui. Mais qu'est-ce qui se passe pour les mineurs qui ont... Qu'est-ce qu'on peut faire? Pour les mineurs, il existe des milieux intracommunautaires qui permettent à des personnes transgenres, si on ne parle toujours que des personnes transgenres, de pouvoir se réunir, de pouvoir accéder à de l'aide associative, etc. Il y a des associations qui proposent de l'aide à beaucoup plus grande échelle, mais c'est encore très compliqué du point de vue des mineurs parce que la loi, elle donne pas facilement un pouvoir justement d'autorité, de prise en charge sur les mineurs, puisque à titre officiel, ils appartiennent à des parents qui ne veulent plus d'eux, ce qui est assez paradoxal. Mais en soi, il y a toujours des moyens de contacter des associations, d'aller chez des amis, de pouvoir être hébergé à droite à gauche, mais c'est vrai que ça va pas beaucoup plus loin que ça. Si vous parlez clairement de mise à la rue, de coupure des vivres ou de choses comme ça, là, la situation du mineur peut être dramatique, même en France, et le mineur va pouvoir potentiellement faire des choses qui nuisent à sa santé mentale ou qui nuisent à son équilibre, à sa construction, parce que le mineur n'aura plus, ou la mineure n'aura plus rien, personne vers qui se tourner de façon durable. Et donc jusqu'à sa majorité, elle ne pourra pas forcément trouver d'association ou de structure adaptée, étatique, ça je pense qu'il y en a même encore moins, pour pouvoir l'aider. Pour l'instant, il me semble que c'est en train de bouger au niveau associatif, mais voilà, c'est compliqué. Enfin, selon ma compréhension, on a rencontré un certain nombre de personnes et on a entendu un certain nombre de cauchemars en fait sur les situations qui sont vécues par un certain nombre de mineurs. Dans un cas en fait, c'est un mineur qui se sentait en danger de menace de mort par ses parents. Enfin, ça peut aller jusque-là. Dans des situations très extrêmes, les associations peuvent aider en fait à enlever l'autorité parentale en fait pour la protection de l'enfant. Donc si on est dans des cas extrêmes, justement si l'autorité parentale est placée ailleurs, on pourrait envisager une transition. Mais tant que on n'est pas dans ces cas extrêmes et juste dans une difficulté d'acceptation, je pense que voilà, l'autorité parentale elle est là. Et donc, bien évidemment, les associations peuvent aider les enfants à se sentir soutenus. Il y a aussi des associations qui peuvent aider des parents aussi, des groupes de parole, des rencontres pour qu'ils puissent mieux apprendre la situation, comprendre que c'est pas le premier parent à être confronté par quelque chose d'aussi inattendu, mais que c'est en fait
pas l'intérêt, mais le besoin de leur enfant en fait d'avoir un soutien. Donc c'est pas un nice to have, c'est un need to have. Donc voilà, je pense que voilà, il faut vraiment se tourner vers soit des associations ou pas un réseautage pour avoir le plus de contacts avec d'autres personnes qui ont vécu des choses similaires pour que les parents puissent s'éveiller un petit peu. Cela étant, ça reste très compliqué. Dans les grandes villes, les jeunes peuvent entendre parler d'associations, mais dans beaucoup de villes en région, ou des villages, il n'y a pas ce réseau associatif. On évoquait tout à l'heure effectivement l'aide à l'enfance, il y a des règles. Un enfant ne doit pas sans être à la rue. Pourtant, nous avons des mineurs qui dorment dans la rue, comme vous le savez. Ils sont trop nombreux à mon goût dans notre pays. Mais alors il y a le défenseur des droits avec toute l'antenne sur effectivement le défenseur des enfants. C'est encore un vrai sujet sur lequel il faut vraiment le creuser. Le refuge qui n'est pas habilité à accueillir des mineurs, mais accueillir des jeunes adultes qui sont mis à la porte de chez leurs parents, néanmoins travaille effectivement là-dessus pour trouver des solutions alternatives. À partir du moment où il y a le risque d'intégrité physique de l'enfant, il y a des décisions qui peuvent être prises, mais le gamin qui se retrouve à la porte, ou la petite gamine qui se retrouve à la porte, il ne sait pas où aller. Il va aller à la rue. Et ce que tu évoquais tout à l'heure, avec la mise en danger de son intégrité physique, mentale, sexuelle et autres. Donc il n'y a pas vraiment de jolies réponses aujourd'hui. C'est pour ça que je travaille de pédagogie à l'école. À l'école, effectivement, il y a une prise en compte. Il y a des enseignants qui ont repéré des enfants qui n'étaient pas comme leurs petits camarades et qui ont compris des choses. Donc comment réussir à faire passer ces messages auprès des parents qui peuvent effectivement être en total blocage, ça reste compliqué. Il n'y a pas de réponse, de vraie réponse technique aujourd'hui. Si ce n'est d'avoir des rôles modèles. De voir à la télé des vedettes, des gens qui travaillent, qui réussissent en ayant fait leur transition. Et que du coup, d'une certaine manière, ça puisse apaiser tous les parents qui découvrent que leur enfant est gay ou lesbienne, disent mon Dieu, quelle horreur, qu'est-ce que j'ai fait, c'est quand même ma faute. Et souvent, encore aujourd'hui, bien c'est pareil pour les parents dont l'enfant, l'adolescent ou l'adolescente, affirme effectivement sa volonté d'être elle-même ou lui-même. Donc plus on aura des messages positifs, des gens positifs qui montreront que ça n'a rien d'extraordinaire, on vit très bien et d'ailleurs j'ai réussi. Et c'est ce message-là qu'il faut avoir. Donc rôle modèle. Donc j'ai une question. Et si une de collaborateurs, une de collègues dans un groupe, au sens de l'entreprise, il est transphobe, il a des propos transphobes, quelles sont les sanctions dans une entreprise qu'on peut appliquer? Alors, y a des sanctions qui sont internes à l'entreprise. Après, ça peut rentrer dans le cadre légal. Donc, il peut y avoir des sujets, notamment de discrimination, sachant que les discriminations liées au genre font partie des 27 critères, 24, je me trompe à chaque fois, vingtaine de critères de discrimination donc légalement, pour lesquels un salarié peut être amené à être poursuivi. Après, en termes de dispositifs internes, ça va dépendre des entreprises. Chez nous, on a récemment identifié une personne, donc qui est la personne en charge de tous les sujets de diversité, vers qui peuvent remonter ces problématiques-là, que ce soit de transphobie, de LGBT-phobie, de sexisme, etc., pour alerter derrière et mettre en place des mécanismes qui peuvent aller jusqu'à la sanction. Alors, la sanction, c'est graduel, ça dépend de la faute. Mais il y a beaucoup d'entreprises, et notamment PwC, qui mettent en place quand même des systèmes d'alerte, on va dire des systèmes d'alerte internes pour tous les cas de discrimination liés en effet au genre, mais tous les autres cas de discrimination qui peuvent y avoir. Après ça, vraiment, ça dépend des entreprises. Hein. Donc, il y a le cadre légal et il y a ce que mettent en place les entreprises à des niveaux différents. Voilà. Et puis il y a les alliés. Dans cette entreprise, effectivement, qui considère que c'est un sujet comme un autre, si j'ai un propos transphobe à côté de moi, je dois réagir. C'est souvent le corps social dans lequel vit la personne qui peut agir. Aujourd'hui, si quelqu'un tenait un propos antisémite ou raciste, on réagirait. Moi, je dis souvent, parce qu'il y a des gens, et forcément, chez PwC aussi, des gens qui sont racistes, antisémites, sexistes, LGBT-phobes, évidemment. On est ce que l'on est, et quel que soit le niveau de recrutement de la maison, vous avez des personnes qui sont produites de leur histoire, de leur culture, de leurs éventuelles convictions. Maintenant, on n'entendra jamais quelqu'un traiter l'autre de youpin, de bognou ou de négro. Alors, on laisse pas passer PD, tapette, goudou, travelot. C'est assez simple, en fait. Merci.
Bonsoir. Désolé. Double question finalement pour et Tariq ou vous ou Catherine. Quel dispositif RH est fait? Parce que la vraie difficulté finalement pour les victimes de LGBT-phobie, c'est de parler, de libérer la parole. Quels dispositifs sont faits de manière officielle, en tout cas, ou anonyme, pour justement identifier et permettre aux victimes de pouvoir parler, de pouvoir se libérer? Et dans le cadre de l'autre cercle, est-ce que dans la charte que signent les entreprises, est-ce qu'il y a des dispositifs obligatoires sur lesquels doivent s'engager les entreprises pour permettre aux victimes de parler de manière sécurisée? Parce que c'est aussi compliqué de parler, d'énoncer un manager, d'énoncer un collègue qu'on subit au quotidien sans risquer soi-même son emploi sur le poste qu'on occupe. Alors je vais répondre sur la première partie et peut-être laisser Catherine sur la suite. Donc ce que je disais un petit peu sur la question précédente, c'était le fait de pouvoir remonter à la personne qui est en charge des sujets de diversité. Évidemment, j'ai conscience que, sachant que c'est une personne qui a un certain grade aussi dans l'entreprise, c'est pas forcément évident. Ce qui a été mis en place chez PwC qui peut répondre justement à cette question-là, c'est un réseau qu'on a appelé les réseaux de préventeurs. C'est des personnes qui sont désignées, alors qui se proposent, qui se portent volontaires, qui sont de tout grade, de tout métier, etc. Et qui vont être là pour accueillir la parole des collaborateurs, qui souvent ne travaillent pas dans le même service, d'ailleurs, dans la même business unit, etc., ou qui font pas du tout le même métier, et qui sont là pour accueillir la parole d'un collaborateur qui irait pas très bien. Alors le aller pas très bien, ça peut être sur tout un tas de sujets évidemment, que ce soit de la vie perso qui a évidemment une incidence sur la vie professionnelle, ou dans son travail, ou dans ses relations managériales. Et l'idée de ces personnes, c'est déjà d'accueillir la parole, et c'est déjà un pas énorme en général, ne serait-ce que d'aller parler et d'être écouté par quelqu'un qu'on connaît pas forcément, mais qui va justement avoir cette distance avec la situation personnelle de la personne pour être aussi bien à l'écoute et identifier. Donc c'est des personnes qui sont aussi formées à la conduite d'entretien, formées aux risques psychosociaux, etc. Donc il y a ces personnes-là, nous, qu'on a identifiées en interne et qui derrière peuvent actionner un niveau au-dessus, où là on va étudier des cas si la personne qui a témoigné, ou en tout cas qui a témoigné de son cas personnel, est d'accord, bien sûr. Donc tout ça c'est et dans toute confidentialité, et si la personne est d'accord, ça peut remonter un niveau dessus, s'il y a des sujets, comme on l'évoquait, de discrimination, etc., ou si c'est une personne qui vraiment se sent mal dans un environnement proche de proximité professionnelle qui est malsain, parce que ça peut arriver. Donc voilà, ça c'est les dispositifs. Il peut aussi y avoir les personnes qui sont les représentants du personnel. Ça peut aussi être une écoute au sein de son métier, etc. Ça, bon, voilà, après, et il y a évidemment, les RH. Alors voilà, ça dépend. Il y a des personnes qui ont confiance dans leur RH avec qui ils peuvent interagir au quotidien, et d'autres qui ont moins confiance, d'où le réseau que j'évoquais tout à l'heure qui justement a vocation à permettre ça. On l'a lancé il n'y a pas très très longtemps, mais il y a déjà plusieurs personnes qui sont dits préventeurs ou préventrices qui ont accueilli qui ont accueilli les personnes, ne serait-ce que pour parler et exprimer ce qui va pas, quoi, à des moments. Je laisse sur l'autre cercle. Alors évidemment, comme cette charte, elle est signée par des organisations qui sont très différentes, publiques, privées, grandes, petites tailles. On a des collectivités, on a des PME, des établissements d'enseignement supérieur, des grosses boîtes du CAC 40, SBF 120. Ce qu'on a mis dans la troisième partie de la charte, c'est est-ce que d'abord, s'il y a des partenaires sociaux, s'il y a des syndicats, des délégués du personnel, est-ce qu'ils sont formés à accueillir la parole d'eux? Parce que c'est toujours très compliqué. Si vous êtes noir et que vous pensez être discriminé, comme vous êtes noir, ça se voit. Si vous êtes une femme ou enceinte, ça se voit. Mais gay, lesbienne et même trans, si la transition n'est pas faite, mais qu'il y a quelques éléments de début de changement pour être enfin en harmonie avec soi-même, ça se voit pas forcément. Et donc, il faut commencer par mettre sa vie privée sur la table. C'est vraiment le critère qui est le plus compliqué, d'ailleurs, pour le coup, par rapport à tous les autres critères qui sont visibles, même s'ils ne sont pas tous forcément mesurables aux yeux de la loi, mais ils sont plutôt visibles. Nous, on fait partie des minorités invisibles. Pas pour les personnes trans, une fois encore, quand la transition démarrait, mais avant. Donc ça c'est le premier point. La seconde, effectivement, s'il y a une cellule d'écoute, des remontées de réclamation, il y a différents organismes. Vous allez avoir un numéro de téléphone, numéro vert, vous allez avoir une ligne, une adresse mail générique qui peut être traitée ou de façon parfaitement anonyme. On peut aussi laisser des messages, ou alors une vraie cellule d'écoute, remontée de réclamation. Alors c'est peut-être totalement c'est sous-traité à l'extérieur. Vous avez Allo-Discrime par exemple, qui très souvent, parce que les entreprises labellisées diversité ont l'obligation d'avoir un outil neutre de remontée de réclamation. Dans d'autres cas, ça va être des personnes qui seront, alors c'est pas forcément les préventeurs comme ici, mais où il y aura des représentants de la RH, des délégués du personnel, et qui seront effectivement habilités à pouvoir traiter l'info.
Voilà, et puis il y a des structures où il n'y a rien. Il n'y a pas d'élu personnel, même si au-dessus du seuil de 50 salariés, parce qu'il n'y a pas eu de candidat, donc il n'y a pas de représentation du personnel. Vous n'avez pas vraiment de responsable ressources humaines, vous avez un responsable administratif qui fait la paye, les contrats, etc. Donc là, c'est plus compliqué. Donc, quand un cas se produit, vous pouvez aussi faire appel à l'extérieur. Vous avez le droit de vous faire accompagner. Donc, ça ne vous concerne pas vous ici parce que vous avez quand même, il y a tous les outils. Enfin, il y a pas mal d'outils, mais on peut toujours demander effectivement à un syndicat d'être accompagné et demander en tout cas du conseil. Et c'est pour ça que le réseau d'associations, nous avons à l'autre cercle fait partie des cofondateurs du RAVAD, le réseau d'assistance aux victimes d'agression et de discrimination en raison de l'orientation sexuelle, l'identité de genre et l'état de santé, et qui est un réseau effectivement d'avocats un peu présents partout et qui viennent compenser justement l'absence de soutien possible dans un certain nombre d'établissements, dans le cadre professionnel ou dans le cadre médical, parce que peut aussi discrimination en avoir en allant chez un gynécologue ou chez un médecin, ou effectivement les propos. C'est important la question de l'état civil. Quand vous avez une personne trans qui n'a pas l'état civil conforme à son apparence et qui va aux urgences d'un hôpital et qui est souvent maltraitée, et parfois maltraité, c'est-à-dire qu'on ne va pas soigner sa souffrance et sa douleur. Donc ça a aussi beaucoup d'incidence, hein, cette dichotomie entre ce que l'on est et ce que l'administration veut que vous soyez. Voilà, donc il n'y a pas de règle, mais en tout cas dans notre chapitre 3, clairement, on favorise l'émergence d'un réseau interne LGBT quand il peut y en avoir. On rappelle effectivement s'il y a un système d'écoute et de réclamation, que les gens soient formés. Et puis après, c'est une question de communication. Si ça ne se sait pas, quand vous avez des sites dédiés, tout le monde n'est pas au siège. Donc c'est important effectivement dans tous les ateliers, les usines, les BU, un peu partout, que l'information soit bien transmise et ne pas hésiter à remettre un coup de communication là-dessus. D'être très clair aussi quand vous avez des nouvelles recrues. Il y a des parcours d'intégration ici, j'imagine, mais quand un salarié arrive, enfin quand il y a un recrutement, c'est de rappeler effectivement un certain nombre de règles et rappeler aussi effectivement les droits qu'ils ont. Et c'est toujours important également quand on recrute de rappeler les critères et en plus quand on est signataire de la charte, dire voilà, nous n'accepterons pas les propos déplacés, inappropriés, les comportements inappropriés en raison des critères concernant les personnes LGBT, mais bien sûr sexisme, racisme, origine et autres. J'avais une question dernière question si ça vous va, et puis après on pourra continuer les échanges et questions autour du cocktail. Ah, deux questions, pardon Armand. J'avais une question qui concerne plus Tariq, mais peut-être aussi Catherine. C'est concernant la transition, comment elle est abordée au niveau de l'école et du corps enseignant, et comment est-ce que le corps enseignant aujourd'hui est éventuellement formé ou informé de cette évolution, et comment il l'accepte. Alors je peux donner témoignage pour l'école de Jace, je ne peux pas généraliser sur toute la France. En fait, l'une des premières choses que j'ai faites, c'était d'aller voir la directrice de l'école de Jace. J'étais reçu par elle et aussi par l'infirmière. Ce n'était pas une demande que j'avais faite, mais c'est ce qu'elle avait, elle avait pris l'initiative de le faire. Et donc, j'ai expliqué simplement que voilà, Jace, qu'elle connaissait depuis de nombreuses années, était en fait un garçon transgenre et qu'il était confronté à un certain nombre de difficultés dans l'école. Donc, j'ai illustré, je peux en citer un certain nombre. J'ai parlé des toilettes, le prof de français qui le corrigeait parce qu'il rédigeait au masculin. Il y avait la prof de musique qui faisait des activités genrées et qui voulait des filles d'un côté, les garçons de l'autre, mais qui laissait pas le choix à Jace quel côté il se mettait. J'en passe à des meilleurs. Et en fait, il y avait des speed dating dans les cours d'espagnol. Il y en avait un paquet en fait. Sans parler du début de classe où on demande qui est présent et on lit la liste et puis voilà, le nom qui est sur la liste c'est pas le nom qu'il a envie d'entendre. L'email qu'il reçoit c'est pas avec le nom qu'il a envie de voir. Enfin, il y avait vraiment pléthore de problèmes. Donc j'ai expliqué pourquoi il était essentiel de supprimer ces sources de déclencheurs de détresse. Et en fait, la réponse de la directrice est une réponse extrêmement éveillée. En fait, il a la chance d'être à une école internationale qui est fondée sur les valeurs de l'ouverture envers d'autres cultures. Et en fait, ce que m'a dit la directrice, c'est que ça, c'était nos valeurs à l'origine. Et on considère que ce pari est largement réussi et depuis longtemps. Et d'ailleurs, je me rappelle quand j'avais expliqué à Jace que c'était le racisme il y a un certain nombre d'années, il m'a regardé, mais vraiment, les gens, ils font de la discrimination pour le pays d'origine, mais
Enfin, il comprenait pas. Voilà, c'était une idée pour lui complètement bizarre. Qui montre à quel point voilà, ces écoles ont une vertu en fait d'ouverture d'esprit. Et donc elle disait en fait ça nous paraît totalement logique dans notre mission d'élargir cette mission à l'acceptation de la diversité sous toutes ses formes. Et donc elle s'est renseignée, elle a parlé avec un certain nombre de personnes dans l'entourage de Jace qui l'accompagnait dans sa transition aussi pour mieux comprendre la situation. Donc elle n'avait pas de base quand j'étais allé la voir, mais elle a souhaité elle-même s'informer. Et donc elle a fait avec les personnes que je lui ai mis à disposition, au-delà de moi-même, mais aussi les personnes qui accompagnaient Jace. Et puis elle est allée expliquer à ses professeurs comment il fallait qu'ils adaptent leurs habitudes pour que ça se passe au mieux pour Jace. Alors, ils n'ont pas pu aller jusqu'où j'aurais aimé parce que par exemple l'école utilise Pronote et tant que son état civil n'avait pas été changé, ils n'ont pas réussi à changer le prénom sur Pronote. Donc l'adresse email de l'école oui, mais pas un provider extérieur. Bon, c'est dommage, maintenant c'est plus un problème parce que l'état civil a été changé. Donc voilà, je sais pas si au niveau national il y a des choses, mais moi ce que je recommande de toute façon, c'est d'avoir la simplicité d'aller voir l'école, d'expliquer la situation et d'aider l'école en fait à accompagner le mouvement. C'est pas encore très clair l'éducation nationale. Enfin, c'est pas très clair parce que le sujet. Alors vous avez le SNES FSU qui est une collective LGBT de ce syndicat dans l'enseignement secondaire qui agit beaucoup, etc., auprès de leurs collègues. Mais autant il y a eu des directives très claires pour lutter contre les LGBT-phobies, et surtout l'homophobie, lesbophobie, qui date d'ailleurs des premières circulaires 2008 sous Châtel, Luc Châtel, ministre de l'époque. Donc il y a des choses qui se font. Maintenant après, voilà, les établissements sont ce qu'ils sont. Il y en a qui sont très ouverts sur les sujets. Les établissements confessionnels sous contrat de l'État sont assez disparates. C'est pas toujours très clair. Et ceux qui sont confessionnels, qui ne sont pas sous contrôle avec l'État, je ne vous en parle pas, c'est pas la peine. Là, on est au-delà de tout. Ne serait-ce que sur l'égalité femmes-hommes, entre autres, rien que ça. Donc voilà, c'est encore un sujet un peu compliqué. Et puis vous avez la complexité à l'école, c'est que les parents aussi, vous avez des parents qui refusent. De la même façon que vous avez des enfants qui sont élevés donc par deux papas ou deux mamans, et ben ils sont jamais invités. Alors, quand ils font le goûter d'anniversaire, leurs petits camarades peuvent venir, mais ils sont jamais invités au goûter d'anniversaire de certains de leurs petits camarades, parce que les parents, ça les dérangerait de voir arriver le gamin ou la petite gamine avec deux papas ou deux mamans. Donc voilà aussi, malheureusement, la société est ainsi faite. Donc normalement, il y a des règles qui se mettent en place, mais là du coup. J'aurais dû creuser ça, poser la question, parce que je sais que ce n'était pas le cas il y a quelques temps, mais il y a un vrai boulot qui est fait depuis la mandature précédente sous François Hollande, où il y a une volonté d'avancer là-dessus. Mais ça reste compliqué. De mémoire, alors pour l'enseignement supérieur, quand nous avons fêté notre 20e anniversaire en décembre 2017, le directeur général de Nokia a voulu re-signer la charte, parce qu'en fait Nokia avait absorbé Alcatel-Lucent, et Alcatel-Lucent avait fait partie des premiers signataires en 2013. Il dit voilà, il faut que les collègues de Nokia soient embarqués dans la charte. Donc l'équipe me dit écoutez voilà, on a une apprentie, Sarah, on aimerait bien qu'elle puisse prendre la parole. Et donc j'ai dit ok, alors c'était très court, mais on a partagé le temps du DG de Nokia avec Sarah, apprentie, qui se sentait, c'était plus facile pour elle d'être trans chez Nokia, parce que alors que l'état civil n'était pas conforme évidemment, que dans son université où évidemment c'était compliqué pour des raisons évidemment administratives. Donc pour ça je dis que c'est important d'avoir une démarche en tant que marque employeur, de dire qu'effectivement même s'il n'y a pas conformité, il n'y a pas d'harmonisation entre l'état civil et le ressenti de la personne et le genre ressenti, de savoir effectivement qu'on peut faire son alternance, son apprentissage bien sûr dans les critères qui sont ceux de vos recrutements, et que ça ne sera pas un problème chez PwC, ça c'est vachement bien. Et du coup il faut le faire savoir. Et juste pour compléter, même si je ne suis pas dans l'éducation nationale, je pense qu'il y a un gros sujet pour le sujet LGBT et pour pas mal d'autres sujets, c'est la formation des enseignants et du personnel encadrant à toutes ces thématiques. Dans les entreprises comme dans l'éducation nationale, nous par exemple, là, on a lancé une formation au biais inconscient qui couvre, on va dire, tous les critères de discrimination pour pas encore l'ensemble de nos salariés, mais en tout cas toutes les personnes à partir du statut de manager, donc tout le management group, comme on appelle ça en interne.
Donc voilà, il y a un gros sujet quand même de formation et de sensibilisation très fort, et je sais que dans l'éducation nationale, c'est un problème, déjà parce que les enseignants sont formés un petit peu, et puis après on les laisse. De temps en temps, ils ont des formations, mais aujourd'hui, pas assez d'argent et de moyens qui sont investis, je pense, sur les formations au sujet de discrimination. Au sein de l'éducation nationale, dans l'enseignement supérieur, c'est peut-être un petit peu différent, mais voilà, bon, c'était un petit commentaire. Il y a une toute dernière question. Pardon. Sur la question de l'école, ajouter un tout petit peu. Sur l'éducation nationale, c'est vraiment très bien d'y être revenu parce que pour parler de choses encore concrètes aussi à ce niveau-là, quand j'y étais, j'ai connu des personnes qui étaient dans ces situations, qui vivaient des choses vraiment sur lesquelles je ne vais pas revenir, mais qui étaient atroces. Et encore aujourd'hui, je connais notamment des filles trans qui sont au lycée, et pas forcément des lycées pro, ou des lycées de cité, ou des lycées, etc. Même si le problème reste le même, et il est à prendre en compte avec la même valeur, c'est ça que je veux dire. Mais du coup, il y a il y a encore des filles trans dans n'importe quel type de lycée, où par exemple, un professeur sur plein d'autres qui vont accepter de la genrer correctement, cette fille, l'autre va refuser de le faire, ou un deuxième, ou un troisième, et il se met à y avoir une espèce de scission entre des adultes qui vont accepter la personne, d'autres qui ne vont pas accepter la personne, le chef d'établissement qui peut dire oui on accepte, mais d'autres qui vont lutter en intra ou en externe, et du coup l'élève se fait harceler en dehors de l'école, et concrètement on ne peut rien faire. J'ai dû aider une amie 1 ou 2 fois pour ça, parce que personne n'était là juste pour faire en sorte qu'elle se fasse pas agresser littéralement physiquement à la sortie de son établissement par plusieurs autres jeunes à qui il aurait peut-être juste suffi de parler de ces questions en fait. Donc la formation des enseignants, mais aussi un petit peu la communication envers les élèves qui doivent pas s'octroyer le droit de cracher tout ce qu'ils ont à cracher directement. Il y a une transgenre ou un enfant transgenre et bam, c'est lui qui va tout prendre ou c'est elle qui va tout prendre. Et les professeurs qui cautionnent. Là, on arrive à des choses, je trouve, qui sont intrinsèquement nuisibles aux personnes trans. Et oui, on peut faire mieux à ce niveau, je pense. Donc ma dernière petite question, c'était pour Nevia, parce que du coup je crois que vous avez dit que vous étiez en train d'essayer de créer votre activité, me semble-t-il. Voilà, et du coup on sait que déjà en temps normal, c'est quelque chose qui est très compliqué. Est-ce qu'il y a des associations qui peuvent accompagner, aider, parce que comme vous dites, le public est très peu sensibilisé. Alors moi je vais même englober tout à la différence de manière générale. Oui, mais vous avez raison. Mais... De manière générale... pour faire une anecdote, j'avais un ami qui s'occupait de ses enfants, qui était lui en congé paternité, et il me disait que par exemple changer son enfant c'était le casse-tête dans les toilettes publiques, puisque les tables à langer sont toujours dans les toilettes des femmes. Donc il disait on ne pouvait pas. Donc j'ai envie d'englober, même si c'est très spécifique, la différence de manière générale est très peu acceptée. Donc est-ce qu'il y a des moyens pour vous accompagner sur votre création d'entreprise ? Oui, en fait, je suis suivi par l'association Le Refuge, dans le cadre de tout ce qui est mes avancées pour professionnelles, etc. Aussi des problématiques familiales que j'ai eues liées à mon orientation sexuelle et mon genre, parce qu'il y a eu les deux. Mais je suis suivi 2 jours dans cette association, et il y a donc Le Refuge qui est très très armé pour pouvoir orienter les jeunes vers une insertion pro, etc. Il y a aussi des associations qui elles-mêmes se revendiquent plus politisées ou plus spécifiques dans les problématiques qu'elles traitent, qui peuvent aider les personnes trans précisément à s'intégrer. Je sais qu'il y a aussi des modèles socio-économiques dont on peut discuter, comme au Québec ou en Espagne, où on crée des associations là qui sont totalement étatiques, donc qui ne sont pas forcément LGBT plus à la base, mais qui sont à la limite friendly, on dirait ici en France, mais qui sont en fait adaptées par l'État, pour les personnes trans, qui du coup s'intègrent dans l'État. Et bon, au sein de la communauté transgenre par exemple, on n'est pas forcément toutes et tous d'accord sur ces questions-là, parce que ça implique beaucoup de choses. Ça implique la discrimination positive et plein d'autres questions, mais c'est des questions qu'on pourrait aborder plus en France, en tout cas créer des structures safe pour pouvoir donner accès aux personnes trans et différentes, comme vous le disiez de manière générale, aux soins médicaux et à l'emploi. Moi, je fais partie des personnes qui pensent que c'est une nécessité. Et oui, il y en a. Il y a le refuge, il y a Out Trans, il y a plein d'autres assos qui permettent de trouver des psychiatres qui vont pas nous faire du mal, ou des employeurs qui nous donneront notre chance. Ou oui, heureusement, ça existe. Et il faut que ça continue d'exister, je pense. Merci. Merci à tous. Donc du coup, je pense que vous avez tous faim, soif. Donc ça va arriver dans 2 minutes. Juste, je vais peut-être vous demander, pour ceux qui le souhaitent, de vous rapprocher et qu'on fasse une photo tous ensemble
pour immortaliser ce moment et le fait que vous étiez nombreux et nombreuses à être parmi nous ce soir. Et merci encore. Merci aussi à toute l'équipe Shine et à la régie. Armand qui s'est pas montré mais qui a été très dispo. Justine également. Et merci encore.